Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un des derniers webinaires, des agro-webinaires de notre année sur les thématiques du changement climatique et de la santé globale. Et aujourd'hui, on parle à nouveau de santé globale et en particulier, on va aborder les questions de diversité génétique dans les productions animales et en faisant le lien à la santé globale. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir, comme à l'habitude, trois intervenants avec des profils différents. Donc, avec Rachel Rupp, qui est chercheur à l'INRAE de Toulouse, Gilles Foucras, qui est professeur à l'école vétérinaire de Toulouse et chercheur dans l'équipe Interaction haute pathogène, et Gilles Ladrifoul, qui est ingénieur à l'IDEL et qui est membre de l'UMT de génétique des petits ruminants. Avant de donner la parole à Rachel, je vous rappelle que vous avez toujours deux boutons qui vous permettent d'interagir avec nous. Le premier est la rubrique discussion ou chat ou converser qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part d'un éventuel souci technique. Et la deuxième rubrique que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est la rubrique Q&R pour questions-réponses. Cette rubrique vous permet de poser toutes vos questions aux intervenants, les poser au fil des interventions, puisque les trois interventions sont présentées à la suite. Et ensuite, eh bien, vous pourrez avoir en direct la réponse à vos questions dans le deuxième partie de ce webinaire qui dure, comme toujours, jusqu'à 14 heures au plus tard. Je vais laisser la parole à Rachel qui va présenter du point de vue de la recherche l'évolution des critères de sélection génétique. Rachel, vous avez la parole, tout est OK, question, présentation. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation et pour la présentation. Oui, pour ma part, donc Rachel Rupp, je suis chercheuse à l'INRAE dans le département de génétique animale, dans une équipe qui est située à Toulouse. On travaille sur les ovins et les caprins principalement dans notre équipe. Et donc dans ma première partie, je vais vous parler de concepts et de principes illustrés des recherches sur la résistance génétique aux maladies. Donc, pour réduire le champ vaste du sujet, nous avons convenu que je centrerai cet exposé sur les maladies infectieuses et parasitaires chez les ruminants, donc les ovins, les bovins et les caprins. Dans ce premier exposé, à peu près 20 minutes, j'aborderai les points suivants. D'abord, quand et pourquoi l'approche génétique pour les caractères de résistance aux maladies. Je reviendrai sur quelques définitions et mesures de la résistance aux maladies. Puis on verra comment mettre en évidence une variation génétique de cette résistance aux maladies, comment on va de la découverte à l'opérationnel, c'est-à-dire la sélection. Et puis, je voulais finir l'exposé par vous évoquer quelques questions de recherche d'actualité sur le sujet. Donc, quand et pourquoi l'approche génétique? Donc, les programmes de sélection ont été particulièrement efficaces dès le début des années 60 pour améliorer la production, les caractères de production. Et vous voyez ici illustré la formidable progression de la quantité de lait annuel produite par les bovins laitiers, de 4 000, 5 000 kilos annuels dans les années 60 jusqu'à plus de 10 000 kilos pour la vache Holstein dans les années 2020. Alors, cette évolution et amélioration génétique très efficace et intensive a été questionnée dès les années 2000, on va dire, notamment par ce qu'il était envisagé que ça ait des effets négatifs sur la santé des animaux et aussi pour intégrer de nouveaux enjeux que sont la baisse des coûts de production, le fait de limiter l'usage des traitements antibiotiques, anthelmintiques, de prendre en compte le bien-être animal et de faire évoluer aussi les schémas de sélection pour s'adapter au changement climatique et engager la transition agroécologique. Donc, dès les années 2000, on s'est posé la question d'introduire des caractères de résistance aux maladies dans les objectifs de sélection. Alors, quelles maladies, dans quelles espèces? Eh bien, le choix d'introduire une résistance à une maladie dans un programme de sélection va dépendre de trois aspects. D'abord, bien sûr, l'importance de la maladie, sa prévalence,
son impact économique, l'importance en santé humaine, son impact sur le bien-être animal, mais aussi le fait qu'il y ait une limite aux méthodes conventionnelles de contrôle. S'il existe une vaccination, l'intérêt de l'approche génétique va être assez limité. Et bien sûr, il faut qu'il existe dans la population qu'on souhaite évaluer l'existence d'un contrôle génétique dans cette population. Donc ici, je transcris les résultats principaux d'une étude d'une équipe anglaise qui a fait un inventaire assez exhaustif et très utile des maladies les plus importantes à prendre en compte dans les schémas de sélection. Et pour ce faire, dans chacune des espèces, ils ont établi une liste de maladies d'importance en les classant selon des critères d'importance sur les aspects économiques, de potentielle zoonose, de santé animale et aussi l'existence d'une variabilité génétique. Donc ici, c'est le tableau qui résume les résultats sur les bovins laitiers, mais le même travail a été fait sur les ovins, les caprins et d'autres espèces. Et il en ressort, de même que par l'ensemble de l'étude de la bibliographie, que les maladies les plus importantes et les plus étudiées chez les ruminants, ce sont les mammites, donc les inflammations intramammaires plus souvent d'origine infectieuse, la paratuberculose, le parasitisme gastro-intestinal qui est très lié à l'usage du pâturage, et chez les petits ruminants aussi les maladies lentivirales et le piétin. Alors, la résistance aux maladies infectieuses est un caractère complexe, elle dépend de l'hôte, donc de la partie génétique, mais pas que, elle dépend aussi beaucoup de l'environnement, la présence de réservoirs, de facteurs de risque, et du pathogène, qu'il s'agisse de bactéries, de virus, de parasites et de la diversité des souches en cause. Donc, quand on veut intégrer la résistance génétique aux maladies dans les programmes de sélection, c'est important de savoir de quoi on parle. Quand il y a exposition à un pathogène, quand il n'y a pas d'infection, quand l'animal n'est pas infecté, on peut parler dans cette situation de résistance vraie. Quand il y a infection, il y a différents parcours qui vont survenir pour l'animal. Soit il n'y a pas de signe clinique, on va parler plutôt de tolérance. Il peut y avoir absence de signe clinique et absence d'impact sur la production. Là, on parle plutôt de résilience. Dans le cas de guérison spontanée, on va parler ici de résistance. Et ben, si après la maladie s'installe de façon chronique et peut aboutir à la mort, on parlera de susceptibilité. Donc, c'est important d'avoir en tête ces différentes notions parce que dans le cas de pathogènes, par exemple, qui sont potentiellement pathogènes pour l'homme, les phénomènes de tolérance et résilience sont absolument à proscrire. Donc, évaluer la résistance aux maladies, on peut le faire dans des situations d'infection naturelle. C'est ce qu'on fait en général pour des maladies assez prévalentes, comme les mammites ou les maladies lentivirales. On observe dans les populations la présence ou pas de ces infections. Mais dans certaines situations, on peut aussi vouloir passer par des infections ou des infestations expérimentales. C'est le cas, par exemple, pour le parasitisme gastro-intestinal chez les ovins, où en fait les reproducteurs sont élevés en bâtiment et ne sont pas exposés aux pathogènes. Donc, pour évaluer leur résistance, voilà, des équipes ont élaboré des process d'infection expérimentale qui permettent d'évaluer leur résistance en situation contrôlée. Et après, il a été nécessaire de valider l'opérationnalité de cette sélection dans des conditions naturelles d'infection, ce qui a été effectivement validé. Donc ici, je vous liste un ensemble de mesures qui sont disponibles pour étudier la génétique des maladies, notamment des critères directs associés à du diagnostic. On peut évaluer des signes cliniques, la mortalité, c'est le cas pour les mammites ou la paratuberculose. On peut chercher à identifier ou à quantifier l'agent pathogène par des tests anticorps, c'est le cas dans le cas des maladies lentivirales ou de la tremblante. On peut observer la présence des parasites dans les fesses, ce qui est le cas pour le parasitisme gastro-intestinal. On peut réaliser des bactériologies du lait pour les mammites, par exemple. Et puis, on peut aussi utiliser des mesures qu'on va dire plus indirectes, comme par exemple pour les mammites, évaluer la concentration du lait en cellules somatiques. Donc, c'est une évaluation de la réponse inflammatoire qui permet de prédire la présence d'une infection. Ou alors encore évaluer des pertes de production qui pourraient être associées à la présence de paratuberculose. Une fois qu'on a notre critère pour évaluer la présence ou l'absence d'infection, on va pouvoir aller plus loin à la recherche d'une variation entre les individus de résistance
à la présence de ces maladies. Pour ce faire, on a 4 approches possibles, de façon assez schématique. La première, c'est d'observer des différences entre races et familles. Et ça, c'est en général le premier élément qui nous donne des pistes vers la présence d'une résistance sensibilité génétique. Ensuite, assez classiquement, on va estimer des paramètres génétiques. C'est-à-dire que ce critère va être mesuré, va être mesuré à partir de données terrain. Et surtout, il faut avoir de grands effectifs et des connaissances de généalogie pour pouvoir estimer, pour ce caractère à sélectionner, son héritabilité. Son héritabilité, c'est la part de variabilité du caractère qui est d'origine génétique par rapport à la variabilité totale qu'on va observer dans la population. C'est donc un ratio qui va varier de 0 à 1, donc de 0% à 100%, et qui va nous indiquer dans quelle mesure il va être possible, facile, aisé de sélectionner ce caractère. Donc, pour illustrer ces paramètres génétiques, je vous ai listé ici dans ce tableau des paramètres génétiques pour les maladies les plus communes et les plus étudiées. Donc, ce que je voulais vous illustrer dans ce tableau, sans rentrer dans les détails, sur la colonne héritabilité, vous voyez que les valeurs s'échelonnent entre 0,2 et 0,4 pour les cas cliniques des mammites. Donc, on est à 2 à 4% d'héritabilité, seulement 2% de la variabilité observée est d'origine génétique, avec des critères qui sont un peu plus héritables, comme le comptage de cellules somatiques, ou par exemple pour le parasitisme gastro-intestinal, la présence d'œufs par gramme de fesses. On a des héritabilités qui vont varier entre 7, 14, 30%. En fait, globalement, ce qu'il faut retenir de cette revue bibliographie, c'est que l'héritabilité des caractères de résistance sensibilité aux mammites est en général plutôt modérée, voire faible, par rapport à l'héritabilité des caractères de production qui vont être plutôt de 30, 40, 60%. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence génétique entre les individus, ça veut simplement dire que la variation d'origine environnementale, et on a vu l'importance des réservoirs et des souches, est très grande. Donc, la variation d'origine génétique est diluée dans cet effet d'environnement. Donc, c'est un peu plus compliqué de sélectionner ces caractères. La troisième approche pour observer des variations génétiques de résistance-sensibilité, c'est de rechercher des zones du génome qui influencent le caractère de résistance-sensibilité. C'est ce qu'on appelle communément la détection de QTL ou les GWAS pour Genome-Wide Association Studies. Et ces approches-là ont été en fait facilitées par la disponibilité d'outils génomiques et notamment des puces ADN haut débit. On dispose maintenant de marqueurs qui sont disposés sur l'ensemble du génome et qui permettent, en même temps qu'on étudie ces marqueurs génétiques et les phénotypes de grandes populations, de trouver quelles sont les régions du génome qui sont associées à ce caractère de résistance. Et donc, des études dans des dispositifs dédiés, par exemple comme sur la paratuberculose, qui ont associé des cas et des contrôles dans des situations contrôlées, ont permis de montrer l'existence de gènes de résistance, notamment le gène TMEM154, qui caractérise plus ou moins une résistance ou une sensibilité à la paratuberculose. Et dans la diapositive suivante, je vais vous décrire un peu plus précisément la détection d'une région associée à la résistance sensibilité aux mammites chez les ovins laitiers. Donc, en fait, cette approche-là a consisté à étudier dans une grande population les phénotypes, les comptages de cellules somatiques du lait d'une grande population d'ovins laitiers, d'y associer des génotypages haut débit. On peut voir dans le graphique du haut, en fait, sur ces petits points, le balayage de l'ensemble du génome pour explorer une association possible avec la résistance aux mammites. Et on a observé un signal très fort sur le chromosome 3, indiquant qu'ici, il y avait une région qui déterminait l'issue face aux infections mammaires chez l'ovin laitier. Donc après, des études complémentaires de cartographie fine qui sont allées sur des études plus complémentaires de séquençage d'animaux stratégiques ont permis d'identifier des mutations candidates dans un certain nombre de gènes, dont une qui était particulièrement intéressante dans le gène SOX2. Donc là, l'étape suivante a consisté à réaliser un test fonctionnel sur des protéines caractérisées par la mutation ou le génotype sauvage de ce gène et qui ont permis de montrer qu'en fait le gène muté induisait la production d'une protéine qui perdait son affinité de liaison avec son leader naturel. Donc la protéine était défectueuse et en fait la mutation est responsable d'un défaut de rétrocontrôle de l'inflammation, ce qui permet à la maladie de s'installer de façon chronique.
Donc, la quatrième et dernière approche que je ne vais pas développer est l'approche gène candidat et qui a été porteuse en fait pour la tremblante ovine, puisqu'elle a permis de détecter dans la protéine, dans le gène qui spécifiait la protéine prion, des variants associés à la sensibilité ou à la résistance à la tremblante. Alors, une fois qu'on a ces indications d'existence de résistance sensibilité, on peut s'interroger sur les modalités de mise en place pratique dans les programmes de sélection. Alors, sélectionner la résistance génétique n'est pas un acte anodin et il faut anticiper les impacts à long terme et notamment se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a le bon critère? Est-ce qu'on risque de sélectionner des porteurs sains? Est-ce que cette résistance génétique est universelle? Donc, est-ce qu'elle marche pour différentes espèces ou souches? Est-ce que cette résistance génétique a des effets sur d'autres caractères, des impacts sur la perte de production ou sur d'autres maladies? Et enfin, quels sont les mécanismes explicatifs ou les gènes sélectionnés, ce qui permet d'appréhender les interactions hôtes-agents pathogènes et éventuellement d'anticiper des contournements de la résistance. Alors, ces questions ont été particulièrement étudiées dans le cas des mammites, parce que dans ce cas-là, on disposait d'un critère privilégié de sélection qui était le comptage de cellules somatiques dans le lait, qui est un marqueur très indirect de la réponse inflammatoire de l'hôte. Et on pouvait se demander, en sélectionnant sur ce critère-là, est-ce qu'il y avait un risque d'aboutir à des animaux qui étaient immunodéficients et incapables de produire une réponse infectieuse adéquate sur le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé un ensemble de travaux basés sur des sélections divergentes et des travaux multidisciplinaires, ce qui permet de créer des animaux génétiquement très extrêmes dans une petite ferme expérimentale et de les étudier finement. Donc, on a ici un modèle qui permet d'avoir des animaux qui sont très différents et qui représentent à peu près, en termes de différence, 30 ans de sélection, donc d'anticiper ce qui pourrait se passer à long terme. Donc, comme vous voyez sur le graphe de gauche, en fait, cette sélection a effectivement été très efficace sur le comptage de cellules somatiques. C'est assez attendu puisque c'était le critère qui a été sélectionné. Mais ce qu'on voulait évaluer, et les résultats sont présentés ici, c'est est-ce que cette sélection sur le critère cellules va se traduire par l'amélioration d'une résistance vraie. Et c'est effectivement ce qu'on a montré, puisque les brebis sélectionnées pour des faibles numérations cellulaires étaient aussi, elles sont matérialisées en bleu sur le graphique de droite, des animaux qui avaient moins de mammites cliniques, qui avaient moins d'abcès, dont les échantillons de lait étaient très régulièrement négatifs en bactériologie. Donc, on avait un ensemble d'éléments qui nous disaient que la résistance était sélectionnée de même que la tolérance. On allait un peu plus loin dans le cadre d'infections expérimentales avec différentes souches de pathogènes, donc les staphylocoques epidermidis ou le staphylocoque aureus, pour essayer d'évaluer cette notion d'universalité de la résistance qu'on générait ainsi par la sélection sur les cellules du lait, et ce qui a permis effectivement de montrer que le contrôle de la multiplication bactérienne était meilleur chez les animaux résistants pour les différentes souches. Sans rentrer dans les détails, un ensemble de travaux plus de biologie intégrative ont permis de montrer qu'il y avait un ensemble de mécanismes immunitaires assez complexes qui étaient impliqués dans ce déterminisme génétique de la résistance aux mammites et qui nous rassuraient sur que pourraient être les conséquences à long terme de cette sélection. Alors, dans le cas des mammites, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, dans une race ovine, nous avions montré un gène de sensibilité aux mammites. Alors, on s'est posé la question de que faire de ce gène de sensibilité, dans la mesure où, vous voyez sur la petite balance qui se trouve en bas, ce gène était associé à des phénomènes inflammatoires et infectieux majorés, mais en même temps, on avait un effet bénéfique sur des caractères de production de laitière, de croissance et de taille. Donc, il y avait un compromis à trouver dans les programmes de sélection pour gérer cette mutation. Au final, l'ensemble des travaux qui ont été réalisés ont abouti à la recommandation validée par les entreprises de sélection et les éleveurs d'éradiquer progressivement cet allèle parce qu'il y avait trop d'effets délétères sur l'ensemble. Donc, comment intégrer
cette résistance génétique aux maladies dans les programmes de sélection. Ici, l'exemple des mammites, sans le détailler du tout, mais juste pour vous en donner le principe, puisque Gilles Lagrifou vous le détaillera dans la partie, dans son exposé plus en lien avec l'application. Donc, on a d'une part une évaluation génétique sur un critère indirect, de façon assez classique, comme on pourrait le faire sur un autre caractère. On va estimer des index en utilisant les bases de données, les relations de parenté entre les individus, et évaluer le poids économique du caractère par rapport à d'autres caractères d'intérêt, et en même temps gérer des gènes de susceptibilité ou de résistance pour faire évoluer progressivement les objectifs de sélection. Donc, dernière partie, 2-3 diapos rapidement, juste pour vous évoquer des questions de recherche complémentaires et plus récentes. Donc, jusqu'à présent, je vous ai parlé des maladies infectieuses, les plus prévalentes, mais aujourd'hui, cette approche sélection sur la santé des animaux d'élevage s'élargit à la prise en compte de pathologies plus diverses, notamment grâce à l'enregistrement de cliniques et de cas sur le terrain, notamment à l'aide de carnets sanitaires, ce qui permet d'aborder des maladies moins spécifiques ou plus rares, pathologies de Pâte, démétrite, rétention placentaire, je ne vais pas rentrer dans le détail. L'élaboration aussi d'observatoires sur le terrain nous permettent de remonter des anomalies génétiques dont on va pouvoir étudier le déterminisme génétique. Ces dernières années, il y a un effort particulier sur les troubles métaboliques, tels que la cétose et l'acétonémie. Et je voulais aussi évoquer, en complément des approches maladies ciblées, des approches plus de santé globale, certaines qui sont assez anciennes, la sélection de la longévité ou de la mortalité, qui sont des critères très boîte noire, donc avec un ensemble de critères qui sont sous-jacents. Et puis, peut-être une nouveauté sur la sélection de la thermotolérance. Il y a aussi un ensemble de travaux sur l'évaluation des critères de résilience et tolérance, avec à gauche un exemple sur l'utilisation des données haut débit de phénotypage, où on va plus seulement caractériser un phénotype par la présence, l'absence d'une maladie ou la présence-absence de problèmes de croissance, mais ici, la caractérisation de l'ensemble de la cinétique et de l'évolution de la carrière de l'animal sur un critère pour prendre en compte la façon dont l'animal va répondre à un stress biotique. Aujourd'hui aussi, les progrès vraiment majeurs autour de la connaissance des génomes nous permettent d'approcher la génétique de la résistance aux maladies de façon inverse. C'est-à-dire qu'avant, on partait du phénotype, des animaux malades, pas malades, et on essaie de chercher quels sont les gènes et quel est le déterminisme génétique. Maintenant, on peut approcher cette étude de façon inverse, c'est-à-dire en montant à partir de la connaissance des génomes, caractériser la génétique des animaux, identifier des mutations fonctionnelles dans ces populations, dans des gènes qui nous semblent être en lien avec la santé. Élaborer des hypothèses et les valider en deuxième temps avec des phénotypes. Donc, c'est une démarche inverse, ce qu'on appelle une démarche de génétique inverse. Et pour finir, donc ma dernière diapositive, pour évoquer une recherche qui est questionnée depuis longtemps, la possibilité de sélectionner sur une immunité générale qui serait efficace contre de nombreux pathogènes et qui reste quand même pour aujourd'hui encore une illusion, qui est partie de sélection sur des souris et puis les travaux anciens canadiens en bovins, sur la combinaison de critères de réponse innée et de réponse adaptative pour améliorer globalement la réponse antibactérienne. Dans l'exemple canadien, ça a semblé marcher plutôt bien sur les mammites, mais ça n'a pas été prouvé pour d'autres maladies. Et aujourd'hui, cette approche est remise sur le devant de la scène avec des travaux récents, notamment de l'équipe de l'école vétérinaire de Toulouse avec l'INRAE, avec l'élaboration d'un phénotypage large échelle de la réponse immunitaire pour essayer d'appréhender la réponse immunitaire globale des individus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On ne vous entend pas. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de rallumer mon micro, je suis le mauvais élève de la journée. Je disais merci pour à la fois cette approche très spécialisée et en même temps avec une belle ouverture sur toutes les évolutions de la recherche en génétique.
Et donc, on va donner la parole maintenant à Gilles Foutras, puisqu'on a deux Gilles aujourd'hui. Donc, Gilles Foutras, à vous. Merci, bonjour à tous. Donc, la deuxième partie va faire écho à la première présentation de Rachel, et nous allons envisager comment la sélection génétique pour la résistance aux maladies a des liens forts avec la santé globale. Donc, comme mentionné en introduction, l'idée de sélectionner les animaux plus résistants aux maladies n'est pas nouvelle, et on voit qu'il existait déjà des références il y a plus de 50 ans. Mais malheureusement, à l'époque, les outils disponibles en génétique animale n'étaient pas suffisants pour le permettre, et ce qui n'est plus le cas maintenant, puisque les nombreux progrès autour de la connaissance des génomes, entre autres le développement de méthodes haut débit, permet de s'approcher très finement de la connaissance des génomes et de pouvoir les exploiter pour justement améliorer cette résistance. Par contre, si on veut une application large, une diffusion large de ces méthodes d'amélioration de la santé des animaux, il faudra s'affranchir de craintes, de réticences à l'utilisation en informant les futurs et les utilisateurs potentiels. Donc, on l'a vu, la résistance aux maladies, c'est une opportunité nouvelle d'améliorer la résistance des animaux pour diminuer globalement la fréquence et la sévérité des maladies, et aussi réduire l'impact économique global des maladies dans les élevages, dont on sait qu'elles représentent peu ou prou 20% du coût total de production. Et c'est aussi un élément nouveau pour faire mieux coïncider l'ensemble de la physiologie animale aux objectifs de production. Donc, ces méthodes, elles vont permettre, entre autres, d'éliminer les gènes majeurs de sensibilité, et c'est ce qui a été réalisé notamment dans le cadre de la lutte contre la tremblante des ovins, cette maladie à prions, dont la maîtrise aujourd'hui a été possible via des approches génétiques. Mais c'est aussi la recherche et l'élimination d'anomalies génétiques au sein des populations de ruminants, comme nous le verrons un peu plus loin. Et puis, c'est peut-être, dans un futur proche, l'espoir d'améliorer l'efficacité des traitements que nous utilisons au quotidien, traitements curatifs, mais aussi ceux qui sont utilisés pour prévenir les maladies infectieuses, comme les vaccins. Donc, quels sont les bénéfices à attendre pour l'animal et l'élevage, même l'éleveur? Donc, dans le cadre d'une approche systémique globale, c'est obtenir des animaux en meilleure santé et qui vivent plus longtemps. Donc, ça permet déjà de concourir à l'amélioration du bien-être animal, qui est devenu un objet majeur actuel au sein des élevages, en réduisant simplement l'occurrence des événements morbides. C'est aussi la possibilité d'améliorer la qualité des produits animaux, tout en réduisant les charges et le temps de travail consacré par l'éleveur à maintenir le troupeau en bonne santé. C'est une opportunité nouvelle d'utiliser des méthodes de contrôle des maladies. Alors, comme je l'ai cité précédemment, c'est le cas des maladies à prions et de la tremblante, maladies contre lesquelles nous sommes totalement dépourvus puisqu'il n'existe pas de traitement à l'heure actuelle, mais c'est aussi des maladies comme les infections par les mycobactéries que sont la tuberculose ou la paratuberculose, dont le traitement par des molécules antibiotiques est réservé à l'homme. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la possibilité d'améliorer le bien-être de l'éleveur en réduisant la charge mentale. On peut citer dans ce cas l'exemple bien connu, bien décrit, bien étudié des mammites, dont la préoccupation pour un éleveur laitier est quotidienne. Alors, la sélection pour la résistance aux maladies, elle va s'intégrer dans un ensemble de mesures. Et c'est celle qu'on résume classiquement comme la gestion intégrée de la santé animale. Donc, on sait qu'il est important de maîtriser l'exposition aux agents pathogènes. On peut le faire de différentes façons. Ça a longtemps été par l'amélioration des conditions d'hygiène, par exemple, celle permettant de réduire les infections mammaires. Ça va être la prophylaxie sanitaire en écartant les animaux qui sont de forts excréteurs et au contact desquels leurs congénères vont se contaminer.
Ça peut être aussi, par exemple, une optimisation de l'utilisation des pâtures pour que les animaux ne soient pas au contact des parasites qui les infestent. Ça passe, entre autres, par une détection précoce des infections ou des maladies. Donc, ça veut dire qu'il faut une surveillance accrue, éventuellement de rechercher des indicateurs, de façon à pouvoir optimiser l'utilisation des molécules médicamenteuses dont nous disposons actuellement, comme les anti-infectieux, mais aussi les antiparasitaires, pour une utilisation raisonnée. Et la sélection génétique, elle entre surtout dans le volet préventif de ces maladies. Donc, on sait qu'à court terme, c'est le renforcement de l'immunité. Ça peut se faire via les vaccins ou les immunostimulants, tout en maîtrisant les aspects nutritionnels qui sont importants pour une bonne immunité. Et puis, sur le long terme, c'est via la sélection d'animaux plus résistants ou plus résilients que le maintien d'une bonne santé animale est possible. Il y a un autre niveau, une autre échelle, c'est le bénéfice pour la société. En effet, si les animaux sont moins fréquemment ou moins sévèrement atteints, cela va permettre une réduction, au-delà de ce qui est déjà réalisé, des intrants chimiques, antibiotiques et anthelmintiques. Ça va permettre, contribuer à prévenir l'émergence de la résistance à certains principes actifs, notamment les antibiotiques, mais ça va aussi permettre de limiter la présence de résidus dans l'environnement et donc de réduire l'écotoxicité de ces médicaments. Ça permet la réduction du risque infectieux et notamment pour la part des agents pathogènes qui sont transmissibles à l'homme, donc la part zoonotique de ces maladies animales. Et puis, en écartant ou en diminuant la part des animaux qui sont improductifs, on va moins consommer de ressources et on va aussi émettre moins de gaz à effet de serre à production constante. Donc, on voit que les différents niveaux, différents bénéfices sont attendus. Cependant, pour que ces approches soient acceptées et déployées à grande échelle, il faudra vérifier, comme l'a déjà dit Rachel, plusieurs aspects. Tout d'abord, l'absence d'effets corrélés négatifs. Si effectivement la sélection pour la résistance compromettait la production, soit en qualité ou en quantité, ou d'autres fonctions, elle ne serait pas acceptée et souhaitable. Et puis, il y a toujours le risque qu'en sélectionnant vis-à-vis d'une maladie, même si cela n'a jamais été vraiment montré, on dégrade la résistance à une autre ou à d'autres maladies. Et par ailleurs, il faudra que ces mesures soient efficaces et maintenues sur le long terme. On sait que les agents pathogènes ont des capacités d'adaptation à l'hôte qui sont très fortes et on peut toujours envisager, on l'a vu dans le cas du coronavirus, l'apparition de variants qui ont une virulence augmentée malgré la mobilisation de mécanismes plus forts chez l'hôte. Et puis, la crainte, si on sélectionnait pour une résilience ou une tolérance de diffusion à grande échelle d'agents pathogènes qui circulent de façon donc cryptique, cachée, puisque sans signe clinique. Il y a un autre volet qui est intéressant et où les progrès en matière génétique ont permis un gain notable, c'est celui de la détection et de l'élimination progressive des anomalies génétiques. C'est là que les vétérinaires ont une contribution assez forte via la surveillance syndromique, la recherche d'émergence avec des maladies de fréquence notablement augmentée. Donc, initialement, on partait des signes cliniques vers la recherche de l'origine de ces maladies, mais on a vu maintenant qu'il y a une autre méthode, une autre approche possible, c'est de comparer à grande échelle des génotypes et de rechercher des altérations, par exemple, de la longévité ou du caractère productif pour aller identifier quels sont les phénotypes finalement qui sont altérés. Et cette démarche elle a aussi un intérêt, c'est qu'on identifie chez les animaux des situations de maladies qui peuvent servir de modèle spontané pour des maladies humaines dans l'idée d'une seule santé et une seule médecine. Alors, il existe une plateforme qui est l'Observatoire national des anomalies bovines qui recense, via des déclarations d'éleveurs, de vétérinaires
différentes anomalies. Et vous voyez ici quelques illustrations dans 3 races différentes, 2 races laitières, une race allaitante, avec des retards de croissance, des malformations vertébrales ou l'absence de poils qui provoque la naissance de ces venus. La surveillance syndromique, elle est possible grâce à un maillage territorial de vétérinaires praticiens et d'éleveurs qui sont sensibilisés à la détection de ces anomalies et qui transmettent de l'information. Donc, ça suppose une information et une collecte de ces données de façon dynamique et efficace, alors notamment vers les écoles vétérinaires françaises, comme ici l'école vétérinaire de Toulouse et la clinique des ruminants nouvellement inaugurée, qui permet de collecter des phénotypes et de les analyser très finement. Et ces informations, elles sont disponibles pour les laboratoires et les équipes de recherche qui peuvent les caractériser. Alors, comme ce fut le cas, et que c'est encore le cas pour une affection qui est l'axonopathie du blond d'Aquitaine, qui progressivement conduit à une incapacité des jeunes veaux à se mouvoir, et un décubitus permanent et qui est lié à une perte neuronale dans la moelle épinière, ou bien une maladie où la contribution génétique via le complexe majeur d'histocompatibilité, mais ici le déterminisme n'est pas simplement génétique, puisque la maladie apparaît chez le veau à la suite de l'ingestion du colostrum qui contient des anticorps dirigés contre son complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, on voit que la résistance aux maladies va apporter dans les années qui viennent des gains majeurs, un accroissement de la robustesse des animaux avec une meilleure longévité et une moindre sensibilité aux maladies. Elle va représenter donc une alternative à l'usage des intrants médicamenteux pour l'amélioration à moyen et long terme du statut sanitaire des troupeaux, à la condition que l'acceptabilité et aussi le déploiement dans les élevages, comme nous allons le voir maintenant, soit efficace. Merci beaucoup Gilles Foutras. Et donc on va voir maintenant une application concrète par Gilles Ladrifoul qui va du coup présenter en mode diaporama. Voilà, c'est mieux. Voilà. Voilà, bon. Gilles, voilà. Merci à Rachel et Gilles pour avoir posé les concepts. Donc, je vais prendre des exemples dans le monde bovin laitier parce qu'au sein de l'Institut de l'élevage et de l'UMT génétique des petits ruminants, je m'occupe de l'animation du Comité national brebis laitières, qui est notre instance nationale de recherche-développement et de lien entre les entreprises de sélection et les organismes de sélection chez les petits ruminants, chez les brebis laitières. Donc, j'ai pris ces exemples parmi là. Alors, un point important quant au transfert sur le terrain, c'est le temps. On parle de sélection, donc la sélection, c'est un levier très, très efficace, mais long, notamment en ruminant et en ovin notamment. Et donc, il faut plusieurs années, voire décennies, pour que des travaux de recherche que présentaient Rachel ou Gilles arrivent vraiment une prise en compte concrète dans la population et la population des sélectionneurs et ensuite dans la population commerciale. Et ça passe par plusieurs étapes d'exploration de la recherche, ça on l'a vu, de mise en œuvre sur le terrain du phénotypage, et puis ensuite de définition des objectifs de sélection pour avoir une action à l'échelle de la population, de l'ensemble de la population. Alors, on peut illustrer ce temps par le temps qu'il a fallu pour éradiquer ou prendre en compte la tremblante, sachant que pour illustrer aussi un propos de Gilles Foutras, c'est l'importance aussi des observations de terrain, puisque l'identification du gène PRP date de la fin des années 90, de sensibilité et résistance à la tremblante. Bon, pour les plus jeunes, on rappellera que c'était aussi un contexte de crise de SB à cette époque. Alors, on parle de tremblante, on ne parle pas de SB, mais on était dans ce contexte-là. Et des éleveurs amenaient des cas atypiques de tremblante ovine sur le terrain avec des brebis jeunes, alors que c'était plutôt décrit à l'époque comme des brebis âgées, et puis avec plusieurs brebis dans un même élevage. Et tout ça a conduit à une forte mobilisation de la recherche.
pour, une fois que tous les éléments qui ont été présentés par Rachel et Gilles ont été validés, mettre en place dès 2002 un plan national d'amélioration génétique de la résistance à la tremblante, où les acteurs de la sélection, les OED, mais aussi aidés par les pouvoirs publics, qui ont un rôle important dans la maîtrise de ces maladies, visé à mettre en 4 objectifs, éliminer les allèles d'hypersensibilité et fournir à l'ensemble de la population des reproducteurs résistants, puisqu'on avait démontré que la résistance était assez large, et assurer cette diffusion. Donc, à l'horizon 2022, alors j'ai redemandé à Gilles Foucras pour le compte, qui m'a dit ouais, non, on n'a plus trop de cas tremblantes en France maintenant, donc après 800 000 génotypages et puis diffusion au sein des populations de béliers résistants, et on doit être à peu près avec un taux de résistance maintenant dans les observatoires béliers de plus de 90 à 95% des béliers qui sont de génotypes résistants. Donc ça, c'était pour prendre un exemple autour de la tremblante. Après, on a beaucoup parlé de mammites. Bon, je ne vais pas revenir sur le contexte de Rachel qu'a présenté Rachel et Gilles, juste dire en termes de situation, si on s'intéresse au comptage de cellules somatiques en brebis laitières dans les années 90, on était avec des animaux présentant en moyenne dans les populations, là c'est des statistiques prises des interprofessions laitières, avec des niveaux de cellules somatiques de l'ordre de 700 à 800 000 cellules par millilitre, donc on se situe dans des gammes classique pour les petits ruminants, mais peut-être un peu qui pourrait être jugé élevé par rapport à la vache laitière. Et on voit ici que dès la prise en compte par la filière de ces questions autour de la santé de la mamelle, on voit que on a développé du phénotypage et qu'avant même de la sélection, l'utilisation du phénotypage utilisait un intérêt pour l'éleveur pour rentrer dans une gestion telle que l'a présenté Gilles, c'est-à-dire que on a mis en place le contrôle de perf, on a mis en place les comptages de cellules individuelles que les éleveurs ont en premier utilisé pour mieux maîtriser la santé de leurs troupeaux, donc avoir une incidence des mammites plus faible, avant de mettre en œuvre la sélection. Et c'est un premier élément qui pourrait illustrer un petit peu la lutte intégrée, c'est que quand on a ces critères, on peut le mettre. Et dans un deuxième temps, dès les années 2007, les entreprises de sélection ont intégré le comptage de cellules somatiques dans l'objectif de sélection. Vous voyez ici en race Lacaune, la figure vous présente l'évolution des pondérations des index. Ça illustre en fait le poids que mettent les entreprises dans les critères de sélection. Vous voyez qu'on a eu une montée en puissance très rapide de la prise en compte de la santé mammaire, alors au travers des comptages de cellules somatiques en bleu foncé ou au travers de la morphologie de la mamelle, puisqu'une mamelle de meilleure forme et de meilleure morphologie, c'est aussi ça permet d'avoir moins d'exposition au risque. Et au travers de cet objectif, de ces évolutions des objectifs de sélection, vous avez à côté sur la figure une évolution des index ou du potentiel génétique des brebis, et on voit clairement que dès la mise en œuvre de la sélection, le potentiel génétique de résistance aux mammites s'est amélioré, et donc avec des résultats tout à fait pertinents et des comptages de cellules très faibles maintenant dans les éleveurs en Lacaune, notamment les éleveurs de la base de sélection. Et il n'y a pas que les Lacaune, donc je vous ai traduit au niveau des petits camemberts en balle, les efforts de sélection sur la santé de la mamelle produits en Lacaune. Donc vous voyez, la moitié de l'effort de sélection porte sur des critères en lien avec les cellules ou la morphologie mammaire, et en manège tête rousse, on est à quasiment 60... plus d'un tiers, quasiment 3/5 en termes d'efforts de sélection. Donc ça, c'était pour vous illustrer la prise en compte des mammites de la résistance aux mammites dans les entreprises de sélection ovine laitière. Ensuite, on a évoqué le parasitisme, donc peut-être passer un peu plus de temps sur cette maladie. Énormément de travaux ont été conduits il y a plus de 20 ans maintenant par les équipes INRA. Alors cette diapositive est prise à une collègue qui nous a quittés récemment, donc ça sera l'occasion pour moi de lui rendre hommage ici, donc mon collègue Carole Moreno. Et donc on sait qu'on a pu en mettre, voilà, ces recherches ont pu montrer qu'on pouvait avoir une voie génétique pour la maîtrise du parasitisme qui s'inscrit aussi dans un contexte de changement climatique, donc de pression infectieuse plus grande, donc voilà, avec un élément important de prendre en compte ce critère.
Des travaux de sélection divergente ont été aussi conduits, comme l'a montré Rachel. Rachel vous a montré un exemple sur les cellules. Il y a aussi des travaux homologues sur la résistance au parasitisme, montrant que la voie génétique était tout à fait possible. Et donc, il y a eu tout un travail de transfert de la technologie depuis la recherche vers les entreprises de sélection, et notamment les entreprises de sélection de la des races Manèche et Basco-Béarnais dans les Pyrénées-Atlantiques, et au niveau du centre départemental de l'élevage ovin des Pyrénées, puisque c'est une zone où on a mis en évidence des vers résistants au traitement, et donc il devenait urgent de mettre en œuvre cette sélection. Et donc, vous voyez tout l'effort depuis les premières infestations expérimentales, donc réalisées non plus à l'école vétérinaire ou dans une station expérimentale de l'INRA, mais réellement dans l'entreprise de sélection, donc les premiers essais en 2008 jusqu'en 2022, où on va commencer à parler d'évaluation génomique de la résistance au parasitisme. Il a fallu tout ce temps pour définir un protocole qui soit maîtrisé par les acteurs. Bon, je vous l'ai figuré ici avec les différentes infestations à mener, qui sont au nombre de 2, et avoir ces phénotypes de résistance au parasitisme figurés ici par les deux réponses. Vous voyez que si on regarde la deuxième infestation, ou les résultats à l'issue de la deuxième infestation, chaque barre représente un bélier. Et vous voyez que malgré une infestation assez forte et des vers qui sont apportés directement au bélier, puisqu'on est en infestation expérimentale, il y a des béliers qui présentent dans leurs fesses 0 œufs, et d'autres qui présentent un nombre important d'œufs dans leurs fesses. Donc ça, c'est tout le travail de transfert du protocole. Comment l'entreprise de sélection utilise ce résultat, ce phénotypage? Donc, elle a 2 actions à l'heure actuelle. Une première action qui est gérer les cas urgents. Quand un éleveur est face à une impasse thérapeutique, face à un problème de gestion du parasitisme dans son exploitation, quand il a bien sûr mis en œuvre tous les éléments de gestion du pâturage, etc., il lui est proposé d'utiliser des béliers résistants de façon préférentielle, de façon à accroître la résistance dans son troupeau. Et donc là, c'est le schéma collectif ou la sélection collective qui est au service des cas d'urgence. Et dans l'autre cas, à l'heure actuelle, il y a aussi un travail qui est mis en œuvre pour améliorer le niveau génétique moyen de la population en matière de résistance, qui passe dans un premier temps par l'élimination des reproducteurs sensibles. Donc, tous les béliers avec des index qui sont très sensibles aux parasites sont écartés en tant que reproducteurs. Et demain, on va intégrer ce critère dans l'objectif de sélection, les camemberts que je vous ai présentés tout à l'heure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et donc, j'ai essayé de synthétiser les choses pour respecter les consignes temporelles. Merci beaucoup. Malgré tout, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour les questions, mais on va... Gilles, tu peux enlever ton partage d'écran pour que vous soyez bien visible. Donc, je passe directement aux questions. Peut-être déjà une première petite question courte pour Rachel, question de Michel. La distribution de la variable cas clinique est-elle normale, gaussienne? Et sinon, comment cela influence-t-il l'estimation de l'héritabilité? C'est une question bien technique, mais oui. En fait, la distribution de cette variable, en fait, elle est binomiale. C'est cas clinique, c'est oui ou non, c'est 0, 1. Dès lors que la fréquence du cas clinique est assez élevée, ça ne change pas énormément l'estimation de l'héritabilité. Quand on a des maladies qui sont très peu fréquentes, effectivement, on a tendance à obtenir des héritabilités qui sont assez faibles. Et il y a un moyen statistique, mathématique, de déployer des modèles qu'on appelle des modèles de distribution sous-jacente normale pour justement arriver à extraire un caractère qui soit un peu plus héritable et plus facilement sélectionnable. Alors après, il y a des questions un peu plus ouvertes. Là, je pense que vous pouvez tous les trois éventuellement avoir une réponse. Gilles Ladrifoul, vous pouvez remettre votre micro pour pas... Voilà. Et donc, plusieurs questions d'Alain. Là. Comment intégrez-vous les résistances à différents pathogènes, maladies, pour tendre vers une santé globale? Les paramètres génétiques sont-ils généralement indépendants? C'est des questions assez larges, donc je ne sais pas qui a envie de répondre. Je peux tenter une première réponse qui sera peut-être complétée par mes collègues. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, soit on additionne.
On a différents critères pour les différentes maladies et on les intègre, les différents critères, dans un objectif de sélection globale et on met une pondération sur chacune des maladies. Et effectivement, comme l'a souligné la personne qui a posé la question, en fait, l'efficacité sur les différents aspects va dépendre du lien qu'il va y avoir entre ces résistances. Si on a une forme d'opposition, parce que les mécanismes sous-jacents sont quelque peu contradictoires ou au moins compétitifs, on va avoir plus de mal à sélectionner en même temps les différents critères. Et quand même, globalement, de ce qu'on observe, les résistances à différentes maladies semblent assez indépendantes. C'est par exemple le cas pour la résistance aux mammites versus la résistance au parasitisme gastro-intestinal. Dans les espèces de ruminants, la corrélation est proche de zéro. Donc, il semble possible de sélectionner les deux en même temps. Et après, l'autre voie, c'est d'aborder la santé par des critères plus généraux que j'avais évoqués en fin d'exposé, c'est-à-dire d'appréhender aussi de la longévité ou de la résilience ou de l'immunocompétence générale pour aborder des caractères un peu plus généraux qui peuvent être bénéfiques sur différentes maladies. Mais voilà, l'approche est souvent un peu moins efficace. Gilles 1 ou Gilles 2 ? Gilles 2, il dira que Rachel a bien répondu. Donc, non, mais après, c'est typiquement le rôle après de l'organisme de sélection quant à par rapport au choix des éleveurs adhérents de mettre les pondérations, de choisir l'objectif de sélection en fonction des critères et de la pression qui ressent. Donc, c'est typiquement ce qu'a répondu Rachel. Alors, on poursuit sur les questions, parce que le temps nous est compté. Comment intégrez-vous les résistances génétiques avec d'autres stratégies liées aux pratiques agricoles techniques, par ailleurs susceptibles de réduire les épidémies, prophylaxie, parcours, gestion de l'environnement des animaux, diversification des troupeaux, etc. Est-ce que vous... En fait, les approches ne sont pas exclusives les unes des autres. Et en fait, elles sont complémentaires. Et comme on l'a vu, il y a des échelles de temps qui sont différentes. Certaines vont permettre de répondre à une urgence ou d'intervenir dans un délai avec une action assez rapide. Probablement que la sélection génétique, on l'a vu, prend du temps. Donc, c'est une mesure qu'on verra, qu'on utilisera pour des applications à moyen et long terme. Alors, si je prends l'exemple du parasitisme, avec la question qui a été posée dans un programme qui s'appelle Paralutte, qui a été porté par le Centre Ovin en lien avec l'école vétérinaire, Philippe Jacquier, et puis l'Institut de l'élevage et autres collègues, et l'INRA. Donc, l'idée, c'était de regarder la résistance, mais aussi de regarder l'utilisation de plantatana, par exemple, qui sont dans la biblio associées à capacité à mieux gérer les parasites. Et donc, il y a eu des travaux croisés avec l'utilisation des plantatana, du sang-foin ou autres plantes, pour essayer d'aborder, comme le disait Gilles, Gilles numéro 1, dans cette dynamique de programme un petit peu de lutte intégrée. Et il y a même eu dans ce programme, alors je n'ai pas les résultats en tête, mais aussi le souhait de regarder aussi l'impact un peu plus global, y compris environnemental, sur l'utilisation des traitements et l'entomophone, et de voir quel impact positif pourrait avoir aussi le fait de réduire les traitements. On sait que ça va baisser ou avoir un impact sur la résistance des vers aux différents traitements anthelmintiques, mais aussi de façon positive sur les faunes. Et donc, il y a une jolie remise. Je pense que cette ressource existe sur le site de l'Institut de l'élevage. Il y a une jolie remise du programme Paralutte avec ces différents aspects qui ont été présentés. Gilles, si tu peux mettre le lien dans le fil de discussion. Il faut le trouver, mais je le mettrai. Oui, pour compléter, je dirais que les approches, elles sont pour l'essentiel quand même conjointes et plus ou moins indépendantes, avec l'effet plutôt sur le long terme, comme disait Gilles Foucras, et l'effet plutôt sur le court terme de la prophylaxie, de la vaccination. Dans certains cas, la génétique peut apporter une solution quand il y a des problèmes d'efficacité des traitements. On le voit par exemple sur la résistance au parasitisme gastro-intestinal avec des anthelmintiques qui ne marchent plus très bien dans des situations assez critiques dans certains élevages, où la solution génétique peut être vraiment une option pour se sortir de ces problèmes très complexes. Après, des vraies intégrations des approches
prophylactique et génétique. J'en connais qu'une qui est d'essayer d'évaluer la génétique de la réponse au vaccin. C'est-à-dire d'avoir des animaux qui répondent mieux au vaccin et dont la protection vaccinale va être améliorée grâce à la génétique. Ça, c'est vraiment l'endroit où il y a une vraie synergie. Merci. Alors, merci pour ces réponses croisées. Une question de Pascal avant d'aborder des choses plus larges de santé globale. Y a-t-il des études sur la résistance de certaines lignées aux périodes de forte chaleur et aux pathologies induites? Là, c'est une question dans le contexte actuel. Hein. Est-ce que là, c'est-à-dire que du coup, les critères de sélection, les objectifs de sélection intègrent bien ces questions d'adaptation aux chaleurs extrêmes? C'est vraiment un sujet d'actualité, les recherches sur la thermotolérance. Effectivement, il y a des animaux qui sont capables de continuer à produire et à rester en bonne santé, même à des niveaux de chaleur et des épisodes thermiques plus élevés. Et effectivement, on a moyen d'évaluer ces prédispositions génétiques grâce à l'utilisation notamment de façon massive des données de Météo France et conjointement avec des données de production. C'est-à-dire d'évaluer en même temps les aspects de santé de production en même temps que la connaissance très fine, environnementale et temporelle des niveaux de chaleur. Merci. Peut-être au-delà de ça, j'avais une question moi, un peu associée. Est-ce que du coup, il y a dans l'approche génétique des études ou des pistes de recherche sur l'adaptation à nos climats d'autres races qui viendraient des pays du Sud? Et est-ce que ça peut faire partie de nouveaux critères de sélection, y compris alors évidemment, le problème, c'est que dans la production animale, on est dans des races qui sont suivies. C'est pas comme dans la production végétale. Mais est-ce qu'il y a des études sur cet aspect-là ou pas? Oui. Il y a des études notamment sur des projets de dimension internationale ou européenne, par exemple, où en fait on compare l'évolution de certaines races dans différents pays, et notamment avec différentes situations climatiques. Et notamment dans un projet européen sur les petits ruminants qui s'appelle Smarter, on évalue différentes races, par exemple en Grèce, en France, en Espagne, avec certaines bases communes génétiques pour voir comment se comportent ces races dans différentes situations et de pouvoir avoir un panel de comportements à l'échelle européenne. Il faut, alors, si je mets une petite touche petit ruminant, il faut prendre en compte aussi le fait qu'on a certaines races qui sont associées à des signes officiels de qualité. Donc, il fait que c'est difficile de changer d'une race à l'autre, puisque donc, il faut aussi continuer à… Donc, ça, c'est la voie numéro 1, la voie d'avant, là, que disait. C'est comment faire pour adapter ces races à l'évolution des systèmes dans 20 ans, dans 30 ans. Et on a vu que le pas de temps de la génétique, c'est ça. Donc, il y a tout un questionnement. C'est un peu dans le projet de la prochaine UMT génétique des petits ruminants, hein, qui est en cours on a déposé le dossier, de se poser la question de quels seront les animaux dont on aura besoin dans 20 ans, parce que c'est ça notre pas de temps. Et il faut qu'on sache à peu près comment faire évoluer ces animaux pour lesquels on sait que, faire du roquefort, il faut de la lacone, de l'osso erratif, il faut des manèches ou des basco béarnaises, et on ne pourra pas changer. Enfin, du moins, pour l'instant, ils n'ont pas envie de changer. Oui, c'est ça. En viticulture, il y a la même préoccupation avec l'intégration de nouveaux cépages. Donc, effectivement, c'est des questions, je pense, qui sont intéressantes à poser. Une autre question d'Alain, qui là plus orientée santé globale. Les liens étroits entre santé animale et santé humaine sont souvent évoqués. Mais pourriez-vous commenter les liens directs ou indirects, selon vous, entre santé animale, santé des plantes, et entre santé animale et santé environnementale, notamment santé des sols? Donc là, c'est très large. Gilles? Une réponse. Santé des plantes et santé animale sont quand même relativement indépendantes, puisqu'il n'y a pas d'agent pathogène des plantes qui soit transmissible aux animaux domestiques. Donc, de ce point de vue-là, on est relativement tranquille. Mais par contre, il est probable que la diversité variétale et la qualité des sols et la qualité des productions fourragères permises va influer indirectement sur la santé des ruminants. Donc, oui, il y a un lien.
peut pas le nier. Dernière petite question, il nous reste que 2 minutes de Kevin. Comment le panel répond-il à l'argument selon lequel nombre de ces maladies sont exacerbées par une forte sélection pour les caractéristiques de production et que le temps est peut-être venu de se contenter de nos niveaux de production actuels et de concentrer nos efforts de sélection sur santé et longévité? C'est une position. En matière de production laitière chez la vache, il a été montré que le lien de sensibilité à certaines maladies, qu'elles soient infectieuses ou métaboliques, et avec le niveau de production laitière n'était pas si évident que ça. Et même certains auteurs estiment qu'il n'y en a pas. Donc, c'est vrai que privilégier la recherche d'animaux en meilleure santé en privilégiant les critères liés à la santé, tout en peut-être minimisant ou réduisant le progrès génétique pour des niveaux de production laitière ou de croissance moins élevés, est peut-être une approche judicieuse. Merci beaucoup, il est l'heure, nous sommes obligés d'arrêter. Donc, je vous remercie. La semaine prochaine, on abordera la question de l'adaptation de l'apiculture et des pollinisateurs au changement climatique, qui sera l'avant-dernier webinaire de la saison. Merci à tous les trois et merci pour vos interventions. Merci aux participants et à vos questions. À bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.